nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le ton monte entre les États-Unis et la Russie autour de l'accord de trêve en Syrie. Une réunion du Conseil de sécurité a été annulée. Sur le terrain, la reprise des violences a fait au moins 3 morts. À la veille du Nouvel An juif, les violences ont repris dans les territoires occupés. À Hébron, une nouvelle attaque au couteau a eu lieu samedi. Un soldat israélien a été blessé et l'agresseur palestinien a été abattu. Et l'Oktoberfest, la fête de la bière, s'ouvre ce samedi à Munich. Plus de 6 millions de touristes sont attendus dans la capitale bavaroise. Premier combat d'importance en Syrie depuis la trêve entrée en vigueur lundi soir. 3 civils sont morts hier après de la province d'Idlib, dans le nord-ouest. Des affrontements intenses ont été signalés dans la périphérie de Damas. Pendant ce temps, le ton monte entre les États-Unis et la Russie autour de l'accord qui a permis cette trêve. Washington et Moscou ont demandé hier soir à la dernière minute l'annulation d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle devait examiner la possibilité d'une résolution soutenant l'accord américano-russe qui pourrait être adopté mercredi prochain en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Noémie Roche. Cette vidéo amateur a été tournée vendredi dans la périphérie de Damas. Malgré la trêve, les combats ont visiblement repris dans ce quartier tenu par des factions rebelles alliées aux djihadistes du front Fateh el-Sham. L'armée dit avoir repoussé une tentative des insurgés d'entrer dans la capitale. Autre accroc à la trêve, dans la province d'Idlib au nord-ouest, des frappes auraient été menées par des avions non identifiés. Ces violents combats interviennent alors que les parrains de la trêve, Moscou et Washington, s'accusent mutuellement de ne pas suffisamment faire pression sur les camps qu'ils soutiennent. Pour passer à l'étape suivante, attaquer conjointement les groupes djihadistes, les États-Unis exigent que le régime syrien respecte ses engagements et laisse passer l'aide humanitaire dans les villes assiégées comme Alep. Mais les camions remplis de nourriture et de médicaments restent bloqués à la frontière turque. La faute aux rebelles selon les Russes. En dépit de l'accord, les groupes rebelles n'ont pas commencé à retirer les armes de la route du Castello. Par conséquent, à la tombée de la nuit, les véhicules militaires et les troupes gouvernementales ont repris leur position. De son côté, Moscou accuse Washington de ne pas suffisamment faire pression sur les groupes rebelles pour qu'ils prennent leur distance avec le front Fateh el-Sham. La Russie menace désormais de reprendre ses frappes sur tous les groupes rebelles. 5 attentats en un peu plus de 24 heures à la veille du Nouvel An juif. Les attaques contre des Israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ont repris. À Hébron, une nouvelle attaque au couteau a eu lieu samedi. Un soldat israélien a été blessé et l'agresseur palestinien a aussitôt été abattu. Un scénario qui se répète depuis des mois. Quelques 35 Israéliens et 4 ressortissants étrangers ont trouvé la mort lors de ces attaques. Les dirigeants des pays de l'Union européenne sans le Royaume-Uni ont passé la journée ensemble à Bratislava, la capitale slovaque, ce vendredi. L'objectif de ce sommet informel était de sortir l'Union de la situation critique dans laquelle elle se trouve avec la crise migratoire, la montée du nationalisme et l'annonce du Brexit. À la fin de cette réunion, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont tenu une conférence de presse pour présenter les conclusions de cette réunion. Julien Cheïda. L'unité européenne, ce n'est pas pour tout de suite. À la conférence de presse commune entre les dirigeants français et allemands, il manquait une personne, Matteo Renzi, chef du gouvernement italien. Le Premier ministre a refusé de s'afficher aux côtés de François Hollande et d'Angela Merkel. La cause de cette colère, l'absence d'une politique concrète sur les questions migratoires. Le problème principal, c'est l'immigration, la relation avec l'Afrique, le rapatriement des migrants vers l'Afrique. Il y a aussi le problème de la coopération internationale. Les conclusions du sommet de Malte restent vaines. Aujourd'hui, nous voulons du concret parce que l'Italie a fait tout ce qu'on lui avait demandé de faire. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Il y a un an, dirigeants européens et africains se réunissaient à Malte pour débattre de la crise migratoire. Près de 2 milliards d'euros promis à l'Afrique. Objectif, freiner l'exode des migrants. Mais depuis janvier 2016, 118 000 migrants venus d'Afrique ont débarqué sur les côtes italiennes, soit le même chiffre qu'en 2015. Et la question de leur répartition dans toute l'Union n'est toujours pas réglée.
En réponse aux critiques de Matteo Renzi, l'Elysée a préféré botter en touche. Il n'y a pas de problème avec les Italiens, ils sont d'accord sur le fond. L'Union européenne parle d'avancées sur la question des migrants. Matteo Renzi, lui, critique ce qu'il appelle l'acrobatie verbale des dirigeants européens. Ce dimanche 18 septembre, près de 112 millions d'électeurs russes vont élire les 450 membres de la Douma, la chambre basse du Parlement. Des législatives qui ne déchaînent pas les passions. Si Russie unie, le parti du président Vladimir Poutine est crédité de 41% d'intention de vote dans les derniers sondages. Selon les mêmes estimations, eh bien plus de la moitié des Russes n'iront pas voter. Pour comprendre les raisons du désintérêt de la population pour ces élections et leur scepticisme face aux promesses électorales. Regardez ce reportage signé Elena Voloshin. À Yekaterinbourg, 4e plus grande ville de Russie, il ne faut pas aller bien loin du centre pour trouver des immeubles vétustes et des Russes dont la colère n'a d'égal que leur habitude d'être seuls face à leurs problèmes. Nous avons dû nous cotiser pour changer les portes d'entrée. Dans ce bâtiment, les derniers travaux remontent au début des années 80. Il y en a 1, 2, 3, 4 sangles. On a mis des sangles sur les tuyaux qui coulent, mais si jamais elles sautent, le hall d'entrée sera inondé. Des murs qui s'effritent, des fissures tout le long de l'immeuble, un toit qui coule et des charges communales qui augmentent. Autant de raisons pour ses habitants de ne plus croire aux promesses électorales. Aux dernières élections, presque tous on a voté pour Russie Unie. On a voté pour eux parce qu'on leur faisait confiance, mais maintenant, on ne sait plus à qui faire confiance. Poutine détient tout le pouvoir en Russie. C'est le seul à résoudre les problèmes. Moi, je suis prêt à voter pour quiconque fera au moins quelque chose. Celui qui réparera le toit, je voterai pour lui. Celui qui mettra un toboggan pour mes enfants, je voterai pour lui. Ça m'est égal, personne ne fera rien de toute façon. Une crise de confiance que reflètent les derniers sondages. Seuls 21% des Russes estimeraient que leur vote sera utile ce dimanche. Vous savez, je n'attends plus rien. D'année en année, on s'intéresse de moins en moins à la politique. Certains, pourtant, sont satisfaits du parti au pouvoir. Moi, je suis militaire et ils ont fait beaucoup pour les militaires. Les salaires augmentent. Bref, ils rendent le monde meilleur. Tandis que la plupart des Russes manifestent leur désintérêt pour ces législatives, Russie Unie est assurée d'emporter la majorité dans un système verrouillé qui exclut toute alternative. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, c'est une déclaration de Donald Trump qui était très attendue aux États-Unis. Le candidat républicain à la Maison-Blanche affirme que le président américain Barack Obama est né aux États-Unis. Avec cette déclaration qui intervient alors qu'il essaie de charmer les électeurs noirs, Donald Trump se démarque d'une théorie du complot qu'il a appuyée pendant des années, celle de la légitimité du président Obama qu'il soupçonnait de ne pas être né aux États-Unis et qui, par conséquent, selon lui, n'aurait pas eu le droit de briguer la présidence. Juliette Lacharnay. Barack Obama, un président non légitime, non affirme publiquement ce vendredi Donald Trump qui reconnaît pour la première fois que l'actuel président est bien né sur le sol américain. Hillary Clinton a lancé la controverse sur le lieu de naissance. J'y ai mis un terme. Le président Barack Obama est né aux États-Unis, point. Maintenant, concentrons-nous sur le fait de rendre sa force et sa grandeur à l'Amérique. Une accusation alimentée par Donald Trump lui-même et qui met ainsi fin à plusieurs années de polémique. En 2011 déjà, Barack Obama avait été obligé de rendre public son acte de naissance. Quelques jours plus tard, il avait, lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, ridiculisé Donald Trump pour le plus grand plaisir de l'assistance, en puisant dans le registre de Walt Disney. Mais si Trump avait alors sous-entendu que l'acte était falsifié, force est de reconnaître que l'actuel président américain est bien né à Hawaï en 1961 d'une mère américaine et d'un père kényan. Un citoyen américain donc. Ce vendredi, Hillary Clinton avait relancé le débat en accusant son adversaire de racisme.
Et la première dame des États-Unis, Michelle Obama, a appelé les électeurs à se mobiliser en faveur d'Hillary Clinton. Elle a assuré ne pas comprendre le manque d'enthousiasme qu'elle suscite. Les démocrates redoutent une faible mobilisation de leur électorat traditionnel, surtout les minorités qui avaient largement contribué aux victoires de Barack Obama en 2008 et 2012. Sans prononcer directement le nom de Donald Trump, la First Lady a dénoncé en filigrane son manque de constance, d'expérience et de maîtrise des dossiers. Dans un tout autre registre, les Allemands dans la rue sous la bannière d'ONG altermondialistes, mais aussi de partis politiques et de syndicats, tous contre le traité de libre-échange transatlantique. La mobilisation contre ce texte controversé, mais soutenu par la chancelière Angela Merkel, devrait rassembler 250 000 personnes selon les organisateurs. Outre le TTIP, les manifestants entendent également exprimer leur opposition au traité de libre-échange avec le Canada, dont la signature finale est attendue fin octobre. Je vous propose la correspondance de Luc André à Berlin. Les Allemands redoutent d'abord un nivellement des normes sociales et environnementales et du coup d'avoir sur le marché des produits dangereux pour leur santé. Ensuite, il y a la crainte d'une perte de souveraineté avec les fameux tribunaux d'arbitrage. Les Allemands redoutent de voir les États pliés devant des multinationales, devant ces juridictions privées, si un Parlement modifie la législation, par exemple, en rendant plus sévère une norme environnementale. Et enfin, il y a aussi l'opacité des négociations qui gênent les Allemands. Ils ont peu apprécié que le texte du traité soit gardé au secret, le texte du traité TTIP. Par exemple, les parlementaires ne pouvaient consulter le document que dans une salle sécurisée de l'ambassade américaine avec la surveillance d'un vigile. Voilà pour quelles raisons les Allemands descendent cet après-midi dans les rues de plusieurs grandes villes. L'Oktoberfest s'ouvre ce samedi à Munich. L'année dernière, plus de 6 millions de touristes sont venus et ont consommé en moyenne au moins 1 litre de bière chacun. C'est cette année la 183e édition de l'Oktoberfest qui se poursuit 17 jours et s'achèvera donc le 3 octobre. L'entrée est gratuite. Le maire de Munich boit la première bière et les Bavarois viennent pour ceux qui veulent en habit traditionnel, le Lederhosen pour les hommes et le Dirndl pour les femmes. Très apprécié du public français, les 33e journées européennes du patrimoine qui se déroulent ce week-end sont placées cette année sous le signe de la sécurité en raison des menaces terroristes. Musées, monuments, mairies, palais de justice, chaque année, quelques 12 millions de visiteurs participent à ces journées portes ouvertes. C'est sous haute surveillance que les églises, musées, monuments et ministères ouvriront leurs portes au public ce week-end. Dans le contexte de menaces terroristes, des mesures de contrôle ont été instaurées. Barrières de sécurité, fouilles des sacs et un dispositif policier renforcé dans la capitale. Sur les forces mobilisées, vous aurez environ 700 personnes, des fonctionnaires de police, des militaires de sentinelle, des fonctionnaires qui sont mis à disposition de la préfecture de police, des unités de force mobiles, et qui seront sur le terrain, aux abords des sites, en rondes et patrouilles dynamiques, pour des prises de contact avec les organisateurs, pour des vérifications des dispositifs. Mais certaines communes n'ont pas les moyens d'assurer un dispositif de sécurité optimal. C'est le cas de Castres. Pour la première fois, la ville a été contrainte d'annuler sa participation aux Journées du patrimoine. On va devoir faire tout au long de l'année et sur d'autres événements qui sont organisés par la ville des efforts supplémentaires en termes de sécurisation de locaux et de sécurisation d'événements et qu'il vaut mieux qu'on priorise les événements sur lesquels on va faire ces efforts-là. Les habitants, eux, regrettent ces annulations. Si on commence à tenir compte de ça, malheureusement, on ne fera plus rien. Donc là, on met de côté notre patrimoine, notre culture, et je trouve ça dommage, vraiment très dommage. Dans d'autres villes, seuls certains sites fermeront leurs portes. La préfecture de Lille, la synagogue de Reims ou encore France Télévisions à Paris. Les visiteurs pourront malgré tout découvrir 15 000 sites partout en France. Et puis, sachez qu'à l'occasion de ces journées portes ouvertes au Liban, la résidence des Pins, la résidence de l'ambassadeur de France, ouvrira donc ses portes au public demain, dimanche, donc 18 septembre.
Et direction enfin Rio de Janeiro, alors que les épreuves de judo paralympiques sont terminées, les judokas français sont allés à la rencontre des enfants des favelas pour une initiation à leur art. Noémie Roche nous en dit plus. En bleu sur le tatami, le judoka Cyril Jonard, médaillé paralympique à Pékin et à Athènes. En face, des enfants de l'Institut Rechao, au cœur de l'une des plus grandes favelas du Brésil. Démonstration réussie, mais pas de quoi faire trembler les jeunes adversaires. Est-ce que quelqu'un a le courage de le défier? Pour affronter Cyril Jonard, sourd et malvoyant, il faut aussi bander ses yeux. Et là, ça devient compliqué. Objectif de cet échange pour Cyril Jonard, montrer à ces jeunes issus de milieux défavorisés qu'il est toujours possible de se dépasser. Un message qu'est venue porter aussi la championne Sandrine Martinet-Aurière, tout juste médaillée. Les enfants n'ont pas la chance d'avoir tout ce qu'ils peuvent espérer d'avoir, l'accès à la santé, l'accès aux études, le fait d'avoir un toit sur la tête. Et voilà, donc c'est hyper important de pouvoir leur donner un petit moment de bonheur et de leur faire vivre un rêve ici. Voilà, on est très chanceux de pouvoir faire ça pour eux. L'occasion aussi pour ces jeunes de compléter leur collection d'autographes. Début août, ils avaient déjà reçu la visite des athlètes olympiques du judo. Et avant de se refermer ce journal, point culture avec pour la première fois à Beyrouth un festival exclusivement dédié au cinéma fantastique jusqu'au 18 septembre à Achrafiyeh. C'est le point avec Zahra Boutlelis. Horreur et suspense. Le premier festival arabe du film fantastique Maskoun, Hanté en français, s'installe à Beyrouth pour 4 jours. L'idée des organisateurs, populariser ce genre de film peu diffusé au Liban et dans le monde arabe. Nous voulions mettre en lumière ces films d'horreur, pour les fans de cinéma bien sûr, mais aussi pour encourager les réalisateurs à produire davantage de films de ce genre. Des centaines d'amateurs de frissons se sont donc retrouvés au cinéma Métropolis de Beyrouth. Leur but, voir autre chose que des films de guerre. Il est bon d'avoir ce genre de festival au Liban parce que je fais partie des personnes qui en ont assez des films sur de vieilles guerres, des histoires d'amour ou des problèmes de société. Il est très important que ce genre de cinéma se développe au Liban afin de nous ouvrir davantage à des projets plus intelligents. Les organisateurs espèrent exporter Maskoun dans le reste du monde arabe, mais il est encore temps d'avoir quelques sueurs froides à Beyrouth ce week-end. Et c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite le rappel des titres. Le ton monte entre les États-Unis et la Russie autour de l'accord de trêve en Syrie. Une réunion du Conseil de sécurité a été annulée sur le terrain. La reprise des violences a fait au moins 3 morts. À la veille du Nouvel An juif, les violences ont repris dans les territoires occupés. À Hébron, une nouvelle attaque au couteau a eu lieu samedi. Un Israélien a été blessé, un soldat. L'agresseur palestinien a été abattu. Et l'Oktoberfest, la fête de la bière, s'ouvre ce samedi à Munich. Plus de 6 millions de touristes sont attendus dans la capitale bavaroise. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur notre antenne. Bon week-end.